bon, ben, je suis ravie d'être présente à distance. Vous voyez, c'est quand même une des joies du numérique. On n'aurait pas pu faire une réunion à Lyon, Marseille, Paris ou Toulouse. Ça aurait été très coûteux en énergie. Et l'intérêt, c'est de pouvoir échanger sur un sujet qui est justement celui-là, tout en étant à distance. Alors, je veux vous proposer cette thématique de transformation du présentiel en e-learning, parce qu'on est souvent tous à peu près à ce stade-là, où la crise sanitaire a obligé finalement à mettre un coup d'accélérateur, mais parfois il a été brutal, un peu violent, et c'est intéressant maintenant de se poser un peu tout en étant encore en mouvement vers cette bascule numérique. Je vais y arriver. Mais l'idée, c'est justement de ne pas trébucher en essayant d'éviter quelques erreurs ou en tout cas en se posant les grandes questions. Alors, moi, mon diaporama ne voulait plus avancer. Je dirige un organisme de formation à Toulouse qui s'appelle AGO Ingénierie Formation. Et nous nous occupons essentiellement de faire monter en compétences pédagogiques les formateurs, quel que soit leur champ d'activité. Donc, ça peut aller des formateurs de l'insertion à des soignants de l'éducation thérapeutique ou des formateurs dans différentes structures dont la préoccupation est justement d'améliorer leur pratique pédagogique, tant en animation qu'en ingénierie de formation. Et une de nos préoccupations depuis quelques années, c'est de faire en sorte que le numérique soit intégré et ne soit pas un outil qui vienne soit se substituer à la pédagogie, soit qui soit aride à utiliser, voire menaçant pour les formateurs, parce que ça peut être aussi une inquiétude. Donc, on va réfléchir tout au long de ce cheminement ensemble, là, comment ne pas justement dissocier pédagogie et technologie. Alors, on va démarrer par peut-être la question de la plateforme et des outils, parce que souvent, c'est une préoccupation qu'on a. Et tant qu'on se pose cette question, on a vraiment envie de penser pédagogie. Donc, je trouvais intéressant de vous donner quelques pistes sur les outils. Puis, du coup, on pourra avoir un petit temps de discussion. Vous voyez, chaque fois, j'ai rythmé avec des temps à vous, encore à vous, et toujours à vous, pour que vous puissiez cheminer avec moi par petites étapes. Ensuite, j'aborderai la question de l'ingénierie et j'ai cerné 8 questions, on peut y en avoir plus ou moins, à se poser autour de l'ingénierie de formation, l'ingénierie PEDA, et on échangera. Et je vous présenterai des scénarios assez simples qui ont été montés en temps de confinement par l'Université de Mons et le CNAM, pour vous donner des exemples de scénarisation pas très compliqués qu'on peut faire sans avoir une grosse sophistication au niveau des outils. Et ça nous permettra d'échanger, de boucler du coup des outils à la scénarisation par rapport à où vous en êtes vous dans vos préoccupations numériques. Au niveau du matériel, il y a une ressource qui je trouve intéressante qui est celle du FFFOD, qui est le forum des acteurs du numérique, si vous voulez, de la digitalisation des formations. Alors, c'était forum de la formation ouverte et à distance. Et vous savez que les appellations ont migré, puisque la FOD a à peu près 50 ans d'âge. Donc, c'est intéressant que vous alliez chercher aussi, quand vous cherchez des références biblio, de chercher formation ouverte et à distance, ou au moins FAD, formation à distance, puisqu'on a des écrits pédagogiques et d'ingénierie très bien faits, anciens, mais au bon sens du mot, c'est-à-dire de bonne qualité péda, qui se préoccupaient moins de technologie, mais qui se préoccupaient vraiment d'ingénierie. Donc, ce guide est revu tous les ans. Je vous ai mis les liens, donc vous pourrez... vous accéderez au diaporama, mais de toute façon, allez voir sur le site du FFOD. Et ces guides sont gratuits, puisque l'association, c'est une association. Moi, je fais partie de l'association, je suis partie du conseil d'administration, et notre préoccupation, c'est de démocratiser l'accès à la réflexion sur le numérique, vous voyez, pas forcément aux outils. Donc, en général, on se dit, c'est quoi un LMS? Learning avec l'accent toulousain, Management System. Ça veut dire en fait plateforme. Souvent, on entend le mot plateforme. Et on a dans ce guide toute une série de plateformes qui sont analysées. Donc, ça sera au moins intéressant, si vous ne savez pas du tout où vous en êtes, de regarder les diverses plateformes qui existent, en tout cas référencées en 2020, et surtout de regarder les indicateurs, enfin les critères. Je fais ça parce qu'il y a
des radars, là, vous savez, avec des indicateurs qui vous permettent d'analyser les caractéristiques des plateformes. Donc, déjà, ça peut vous faire une culture sur c'est quoi une plateforme. Alors, souvent, on se demande le prix, l'ergonomie pour que les formateurs s'en saisissent. Est-ce qu'il y a une hotline? Quel est le degré de technicité, la prise en main? Alors, en gros, vous allez avoir le monde du libre, où vous avez Moodle comme plateforme. Peut-être vous connaissez Moodle. Je disais à Sylvie, elle est un peu soviétique. Mais l'intérêt, c'est qu'elle est dans le monde du libre. Ça veut dire que quand on s'en saisit, vous avez tout un tas de tutos sur Internet pour vous auto-former. Donc, c'est un peu rugueux comme chemin, mais au moins, vous êtes sur un chemin libre, rugueux mais libre. Et ensuite, vous avez des plateformes dites propriétaires où vous allez louer les espaces en fonction, en général, du nombre de parcours et souvent du nombre de classes virtuelles. Donc, voilà, en gros, ça va vous permettre déjà de faire peut-être un premier tour d'horizon. Ensuite, au niveau du matériel, outre les plateformes, ce qu'il est intéressant de faire, c'est une veille de ce qu'on peut appeler les petits outils numériques. Alors, nous, par exemple, on utilise un Padlet. Je ne sais pas si vous connaissez les Padlets. Je vous l'écris dans le chat, le mot Padlet. Voilà. C'est une application gratuite aussi libre qui fait partie du monde du libre et c'est en fait un mur numérique avec des post-it tout simplement que je peux partager. L'intérêt par rapport à des post-it papier, c'est qu'on peut y mettre du son, des images, des liens URL, des vidéos, etc. Et vous pouvez vous en servir avec vos apprenants en intersession par exemple et vous projetez ensuite avec votre vidéoprojecteur le résultat du Padlet. Donc déjà, vous avez un premier outil numérique qui peut servir à distance et en présence. Vous voyez, on peut vraiment faire simple pour la montée en puissance. Donc là, je vous montre cette veille parce qu'en fait, la question, c'est surtout comment je vais les classer, sachant qu'il y a tout un tas d'outils qui sortent tout le temps. Je vous montre un autre exemple de classement de veille. Attendez, il ne veut pas. Ici, par exemple, on a Valérie Perrault en haut, qui est une enseignante, dont vous trouverez sur Internet. Elle classe, vous voyez, en fonction plutôt de la technicité, de ce qu'elle veut en faire au niveau technique. Donc, soit pour faire des vidéos, soit pour faire du son, de l'image, du texte. Et après, elle a mis dans autres outils, c'est assez marrant, des outils qui sont un peu pédagogiques. Enfin, un peu pédagogiques. Learning Apps, typiquement, c'est intéressant parce qu'on peut faire des exercices. Parce qu'il y a comment on appelle ça, des frames, des templates déjà faits. Et dedans, vous allez rentrer vos contenus par rapport à ce que vous voulez générer. Donc, Learning Apps, vous pouvez aller regarder. Mais il y en a tellement que l'idée de cette conférence aujourd'hui, enfin de cette rencontre, ne porte pas sur les outils, mais sur la pensée générale. Et vous regardez à gauche ProfWeb, qui est une organisation québécoise. Eux, leur classification n'est pas la même. On est plutôt sur la pratique péda. Et est-ce que c'est pour présenter? Est-ce que c'est pour communiquer? Communiquer, présenter, c'est un petit peu pareil. Mais ils ajoutent pour rétroagir, faire des sondages, collaborer, organiser le travail d'équipe. Donc, en fait, on va se demander, je nous l'ai résumé ici, quel usage je veux faire des outils. Donc, quelle catégorisation je ferai? Et vous allez trouver déjà entre ces deux familles-là que je vous présente suffisamment de choses pour plonger dans les petits outils numériques qui peuvent aussi servir en présentiel. Donc voilà, peut-être on peut déjà voir dans le chat ou autre si vous voulez poser des questions, si vous connaissez vous-même des outils que vous voulez partager, peut-être. Ou avec votre micro, vous avez même le droit de parler, c'est incroyable. Allez-y, oui. Donc là, votre micro, il est coupé par contre. Tiens, voilà, ça y est, je crois que c'est bon. Bonjour. Oui, je voulais, si vous pouvez revenir un tout petit peu à Moodle. Oui. Quand vous présentez les plateformes, vous avez parlé effectivement de classes virtuelles. Donc, ça veut dire notamment, et j'ai beaucoup entendu parler de Moodle, mais je ne l'ai pas utilisé, hein, je ne le connais pas. Mais quand vous disiez que c'était rugueux, vous pouvez préciser un petit peu parce que j'ai compris que ce n'était pas une évidence pour l'utiliser. Simplement,
j'avais pu comprendre que c'était une des plateformes la plus performante pour plusieurs choses. Est-ce que vous pouvez rappeler, alors je sais que ce n'est pas forcément l'unique objectif de votre conférence, hein, mais rappeler tout ce qu'on peut faire avec une plateforme Moodle. Oui, parce qu'en fait, on peut le faire dans Moodle, mais on peut le faire dans d'autres plateformes. Alors, moi, ce que je trouve vraiment bien dans Moodle, nous, on a une plateforme Moodle pour nos propres prestations de formation et on en est tout à fait ravis. Il faut juste le temps de rentrer dedans, de l'apprivoiser, de la malaxer pour la faire à sa sauce. Et comme on est libre dedans, on n'est pas lié à un prestataire, ça peut vraiment se faire. Il faut juste anticiper qu'il faut dédier du temps à cet animal sauvage qu'il faut domestiquer. Vous voyez, si vous voulez, c'est un peu ça. Donc après, une plateforme, le gros intérêt d'une plateforme, c'est que vous pouvez construire des parcours d'apprentissage. Alors, je fais comme ça parce qu'en fait, pour l'apprenant, les séquences vont apparaître comme s'enchaînant visuellement les unes sous les autres. Et vous pourrez très clairement indiquer le titre de votre séquence, les objectifs, et dessous mettre, je dis dessous parce que ça se présente en séquentiel, mettre ce qu'on va appeler des activités d'apprentissage. Donc, dans les activités d'apprentissage, vous allez pouvoir justement les faire reproduire. On va le voir de suite après dans l'ingénierie. On va le reprendre, justement, les types d'activités qu'on peut faire. Et toutes les activités dont je vais parler après peuvent se faire dans Moodle ou autre plateforme. Donc, l'intérêt, c'est donc ces parcours séquencés, les activités d'apprentissage, la clarté des objectifs, la clarté des consignes qui seront écrites. Et ensuite, vous avez des fonctionnalités. Je fais ça parce que c'est plutôt sur le côté. Je suis assez dans l'espace. Vous allez avoir de possibles forums de discussion sur des sujets, la possibilité de faire de multiples quiz d'évaluation avec tout un tas de paramètres qui peuvent être un peu sympas, mais ça vous permet d'alléger et surtout de structurer vos modalités d'évaluation, où c'est toujours un peu compliqué l'évaluation. Et vous pouvez aussi, dans Moodle, intégrer une application de classe virtuelle qui s'appelle BBB, Big Blue Button, je vous le mets là, avec l'accent, toujours, vous entendez, Big Blue Button, ou pour les intimes, BBB, qui se télécharge sur un serveur à côté et qui va venir, qui est déjà implémenté dans Moodle. Je ne sais pas comment vous le dire, il fait partie des ressources de Moodle. Donc, quand vous voulez, j'en parlais à Sylvie juste avant qu'on démarre la conférence, quand vous voulez prévoir dans le parcours d'apprentissage des apprenants une classe virtuelle et que vous avez Moodle, ils voient apparaître BBB dans leur parcours. Vous voyez, ça, c'est des fonctionnalités de plateforme où je trouve qu'il y a une plus-value par rapport à l'absence de plateforme au niveau de l'organisation des parcours. Ça va? Une petite question pour être sûr d'avoir compris. Moodle est un outil gratuit. Oui. D'accord. Moodle est un outil gratuit. Et si vous ne voulez pas l'installer sur votre serveur, vous avez une version payante, mais pas très chère, qui s'appelle Moodle Cloud, mais qui est un peu limitée. Après, je ne sais plus, il faut regarder, il y a des limitations en nombre d'apprenants, etc. Mais ça vous évite de l'installer sur un serveur dédié. Donc, ça garde une certaine gratuité et surtout le monde du libre et des communautés d'apprentissage de la communauté Moodle. Moi, je trouve que c'est l'intérêt. C'est bon, Merci. Madame la chef, est-ce que je continue sur l'ingénierie? Je pense que tu peux continuer, hein, Marie-Christine. Oui, parce que ça va avoir un rapport. Ça va répondre aux questions un peu au fur et à mesure, en plus, je pense. Donc, l'ingénierie, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est toujours la question du scénario pédagogique. Et vous allez voir qu'il y a des choses que vous faites en présentiel qui sont exactement les mêmes. Donc, surtout, ne changez rien. C'est-à-dire, ne vous dites pas, je dois sortir de ce corps pour en adopter un autre pour le numérique. C'est-à-dire, tout ce que vous faites bien en présentiel, vous le gardez et vous vous demandez comment ça peut vous servir dans le passage à la distance. Alors, la question de l'alignement pédagogique, on ne va pas l'oublier, c'est-à-dire j'ai des tâches ou ce qu'on va appeler des activités dans le numérique, c'est l'équivalent d'exercices, si vous voulez, mais on va appeler ça des activités d'apprentissage qui vont être en lien avec des objectifs et cohérentes avec l'évaluation. Rien de nouveau, puisqu'on le fait en présentiel, mais là, on va être encore plus attentif à la cohérence parce que ça va se voir sur mes parcours d'apprentissage. Dans les tâches, je vais inviter les gens à apprendre, mais aussi à pratiquer, à s'entraîner
à rechercher de l'information, mais aussi à produire, alors qu'on penserait que justement, dans le numérique, il n'y a pas forcément de production, des apprenants, et à discuter. Tout ça dans un état d'esprit, finalement, de pédagogie active de l'adulte. Vous voyez, si on le résume. Alors, attendez, là, mon diaporama, il fait sa vie. Donc, au niveau des objectifs, je vais essayer à tout prix de ne pas en changer, puisque la difficulté avec la distance, c'est de me demander si les gens vont réussir à atteindre les objectifs. Et une des difficultés majeures, c'est de maintenir ce que je nous ai mis en bas, c'est une préoccupation de compétences. Puisque, en gros, le risque serait de faire un format de formation à distance qui ne serait que celui qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire une conférence avec des questions, éventuellement un quiz. Donc ça, c'est une modalité qui s'appelle bien webinaire, parce que c'est séminaire en web. Et on n'est pas dans ce qu'on appelle une classe virtuelle. Une classe virtuelle, on fait des activités, on discute, je vous mettrai en sous-groupe, on résout des problèmes, on est en pédagogie active. Donc aujourd'hui, le gros risque, c'est finalement de perdre l'objectif de compétence et de rester sur un maigre, fait exprès, objectif de connaissance. Donc, je vais avoir des difficultés parce qu'il va falloir que je m'adapte au contexte du tout en ligne pour l'apprenant avec les limitations que cela a. Et en particulier, une des difficultés, on va le voir après, c'est d'arriver à bosser en petits groupes parce que je ne suis pas forcément encadrée par un formateur. Donc, vous voyez, le problème majeur, c'est comment je maintiens mon orientation vers la compétence. Je résumerai comme ça, cette diapo. Quand je dis rappeler, les objectifs doivent être rappelés, ça veut dire qu'il faut que je sois très claire dans mon écriture des objectifs quand je propose des situations d'apprentissage aux apprenants. Et négocier, pourquoi pas, puisqu'il va y avoir des contraintes inhérentes à la formation à distance. Mais j'ai mis pourquoi pas, parce que tout ça fait partie finalement de l'ajustement aux possibilités de l'apprenant. Alors, au niveau des activités, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps un outil qui n'est pas très utilisé en France, mais qui finalement nous rappelle tout simplement les grandes familles d'apprentissage, qui a été créé par Diana Laurillard. Et vous verrez plus tard, je vous ai mis d'autres références, où finalement, elle part des grands modes d'apprentissage qui finalement nous rappellent les activités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Acquérir, s'entraîner, enquêter, produire, collaborer, discuter. Donc, vous voyez, elles sont très représentatives des pédagogies actives. Et j'insiste parce que c'est ce qui nous intéresse et c'est le challenge. Et sur ces cartes d'activités que vous trouvez gratuitement sur Internet, donc pas d'inquiétude, vous pourrez retrouver le support. Elle propose, alors j'ai tout mis, même si tout n'est pas visible, mais c'est pour que vous perceviez sa proposition. Donc là, on est au dos de chaque carte. Et pour chacune des cartes, elle propose ce qu'elle appelle la méthode classique et les TIS. Vous voyez, donc c'est un peu vieux parce qu'on ne parle plus de TIS. On dirait petits outils numériques, si vous voulez. Donc, ce qui est drôlement intéressant, je trouve, dans cette proposition, c'est que la méthode classique, elle veut dire comment je pourrais faire en présentiel, si on le décode, et à droite, elle dit qu'est-ce que je peux faire en distanciel. Et donc, elle nous donne des idées d'outils et de types d'activités que je vais pouvoir solliciter en fonction du mode d'apprentissage que je veux valoriser. Ça va, c'est bon pour l'instant pour tout le monde. Je regarde si je ne vous ai pas perdu, tué, mouru. Non? Non, c'est très clair, Marie-Christine, c'est bon. Bon, merci. Donc, vous allez pouvoir déjà, dans un premier temps, mais même sans numérique, j'ai envie de dire, contrôler que ce que vous faites au niveau pédagogie est suffisamment diversifié, suffisamment actif pour favoriser les processus d'apprentissage. Alors, les activités, justement, il vaut mieux qu'elles soient variées parce qu'on perd sinon les apprenants. Alors déjà, vous le savez, en présentiel, c'est pas évident de garder l'attention, l'intérêt, mais surtout l'intérêt au sens « Ah, c'est intéressant, vous voyez, de faire quelque chose », pas l'intérêt au sens « Je vous ai capturé dans quelque chose de gamifié ». Ça, c'est l'autre problème aujourd'hui, c'est l'excès de gamification pour capter les gens et le manque d'intérêt.
En gros, ça se discute au niveau théorique là-dessus. Alors moi, je me suis rendu compte que la question de la consigne, elle est importante, mais alors là, elle est très, 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 très importante. C'est-à-dire que vous pensez avoir été clair, non, vous ne l'êtes pas. Donc, il vous faut vraiment rédiger vos consignes et les re-rédiger. Et moi, je dis souvent entre ce qu'il faut faire dans la tête et ce qu'il faut produire avec les mains. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut penser, où est-ce qu'il faut produire et qu'est-ce qu'il faut produire. Et en ce moment, on a la notion de flow qui est en train d'arriver dans les écrits. Alors, le flow, c'est qu'il y ait un flux continu qui soit agréable pour l'apprenant et où il ne perde pas sa motivation. Donc, vous chercherez sur Internet les rapports numériques et flow. Alors, vous verrez qu'il y a quelque chose de l'ordre du plaisir et en même temps du challenge et de l'engagement. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire ça. Alors, pour ça, dans les activités, on va tenter de proposer des activités dites collaboratives. Donc, on a les forums, les chats, mais aussi la création de documents partagés avec des cartes mentales ou autres. Donc, faire ensemble avec, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, la difficulté que, du coup, ça demande aux gens de se rendre disponibles dans un collectif qui n'est pas cadré dans la salle de formation, ce qui n'est pas évident, par exemple. Et on peut faire aussi, on le verra dans les VAL, des productions avec des critères des VAL, parce que sinon, si elles ne sont pas critériées, les gens ne savent pas pourquoi elles vaudraient, mais c'est quelque part pareil en présentiel. Alors, en fait, on va dire, qu'est-ce que je mets à distance? Donc, j'ai envie de dire, on peut mettre tellement de choses à distance. On peut se demander du coup comment je vais équilibrer avec la présence, si je veux faire du multimodal, pour ne pas tout basculer à distance. Donc, dans la distance, tous les contenus théoriques, c'est intéressant parce que du coup, on peut aller plus loin. Les gens peuvent prendre le temps. On peut le présenter sous des formes différentes. Une infographie plus simple, un PDF, un lien vers un film. Donc, vous pouvez faire une variété de présentations des contenus théoriques que vous ne pouvez pas faire en présence. Et de toute façon, vous n'aurez pas le temps en présence. Vous allez faire un diaporama pédagogique, si possible, mais finalement très mono, je ne sais pas comment dire, monomodalité. Bon. Des grilles méthodos, souvent on oublie, c'est-à-dire comment faire pour s'entraîner à... voilà. L'évaluation, elle peut être plus courte, plus ludique. Je peux faire produire et je peux proposer aux gens dans mon éval des feedbacks. C'est-à-dire je peux écrire le commentaire évaluatif de ce qu'ils ont produit. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que le nuage doit être blanc ou jaune? Et vous avez dit jaune, c'est la bonne réponse. Et vous dites, en effet, il doit être jaune parce que le jaune, nanana. Donc ça, c'est un feedback. En fait, c'est un commentaire écrit. Et les classes virtuelles, je me suis rendu compte que c'était nécessaire. C'est-à-dire que les parcours e-learning tout seul, solitaire, type MOOC, perdent l'attention au sens l'attention, mais aussi l'apprentissage. Parce qu'en fait, les classes virtuelles vont être utiles pour analyser des productions ou métaboliser des apprentissages théoriques par les échanges, les débats, les questions. Donc, ça dépend de ce que vous allez en faire, mais en tout cas, ça recrée une présence dans la distance qui, depuis avril, depuis le confinement, nous, on fait pas mal d'expériences comme ça de formation à distance. Ça nous a paru assez nécessaire. Le suivi aussi peut se faire à distance. Par exemple, moi, je bosse avec des gens en Calédonie. Évidemment, je ne vais pas aller faire une journée de suivi en Calédonie, par exemple. Surtout qu'en ce moment, ils me le pagent qu'en mars. En plus, c'est bloqué. Mais vous voyez, tout le suivi qu'on ne pouvait pas faire, parce que c'est loin, en fait, on le faisait d'une journée entière, alors que des fois, il vaut mieux faire une heure tous les mois de suivi de production d'apprenants à distance que de bloquer une journée, parce qu'avant, on faisait 7 heures de formation, et voilà. Donc ça ouvre quand même sacrément les modalités. Et en présence, on voit que tout ce qui est mise en pratique, échange et assimilation de la distance va majorer l'intérêt de la présence. Et moi, j'aime bien dire que ça soit un événement beaucoup plus fort, la présence, que ce qu'on faisait avant. Parfois, on pouvait faire des choses pas forcément très poussées au niveau de la péda. Donc là, on va y aller un peu plus encore vers du participatif et de l'interaction entre les gens. Donc moi, je trouve intéressant d'aller vers des parcours dits plutôt multimodaux que tout à fait à distance. Bon, là, on est un peu coincé, mais dès qu'on sera un peu décoincé, de plus penser la multimodalité que uniquement la distance.
Alors, la durée, ça, c'est une vraie question. Bon, j'avais 7 heures en présence. J'étais bien, je commençais à 9 heures, j'avais ma pause. Il y avait un café au moins, et je finissais à 17 heures. Bon, du coup, c'est bon, 7 heures égale 7 heures, ok? Là, en fait, en formation à distance, la durée, je vais déjà penser à mon découpage, ce qui va m'obliger, vous voyez, si j'avais 7 heures, peut-être, je vais faire 3 heures sur la plateforme, 1h30 des classes virtuelles, 3 heures sur la plateforme. Peut-être, mais ça sera très conditionné par le parcours apprenant que je veux créer. Il va y avoir des subtilités. Et en tout cas, juste pour le temps, en synchrone, c'est facile à calculer. Nous, on est là en face, 1h30 égale 1h30. C'est bon. Par contre, l'asynchrone, on va appeler ça un temps estimé moyen, c'est-à-dire c'est le temps que vous estimez nécessaire pour réaliser une activité. Or, du coup, dans la vraie vie des gens, ils vont mettre plus ou moins de temps. Mais vous ne compterez dans votre durée de formation que le temps estimatif moyen pour réaliser une activité. Ça veut dire que vous avez intérêt à bien réfléchir aux stratégies cognitives requises par la tâche. Je ne sais pas si ça va ça. Donc, une tâche, elle requiert un raisonnement, des stratégies, une façon de le résoudre. Et ça va prendre un temps. Alors, je suis d'accord, il peut être plus ou moins grand suivant le public, mais à vous de jauger parce que c'est vous le formateur. Donc, vous êtes expert de la tâche et des stratégies requises pour la résoudre. Donc, vous comprenez que si vous faites que des vidéos où il faut regarder, faire un quiz, c'est facile à estimer. Je dis ça, moi, bon, hein, là, je n'ai même pas de quiz. Alors, les effectifs. Bon, alors, au début, moi, sur les effectifs, j'étais un peu timide. Mais en fait, à l'usage, on se rend compte qu'on peut avoir une très grande amplitude d'effectifs, beaucoup plus qu'en présentiel. Parce que là, on ne va pas l'utiliser. Et d'ailleurs, on n'a pas trop trouvé la fonction, je crois, avec Sylvie hier. Mais dans toutes les classes virtuelles, en tout cas dans BBB et autres, vous avez ce qu'on appelle des salons privés. Ça veut dire que si vous avez 100 personnes dans une classe virtuelle, vous pouvez les splitter en sous-groupes de 5 d'un coup en donnant une durée avec une consigne. Ça veut dire que les gens vont se retrouver à 5 ou 6 ou 8 ou 10, comme vous voulez, pour faire une tâche sur une durée donnée. Vous les laissez tout seuls. Vous pouvez écouter ce qu'ils disent, vous pouvez participer au groupe et sortir. Donc ça, c'est une fonction fantastique dans les classes virtuelles. Donc, vous voyez, finalement, la question des groupes et des sous-groupes, elle est beaucoup plus ouverte au niveau de l'amplitude en distanciel qu'en présence. Et vous pouvez vraiment vous amuser à créer des groupes en fonction du projet d'apprentissage, finalement. Pas juste de l'effectif, mais du projet d'apprentissage. Alors, attendez, je vais allumer parce que j'ai l'impression d'être dans une grotte. Voilà. Je ne sais pas si c'est mieux. Au niveau des ressources, alors, ce qu'on appelle les ressources, en numérique, on a les activités d'un côté et les ressources de l'autre. Donc, c'est la façon, finalement, dont je transmets les contenus, dont je donne les contenus. Quand je transmets, j'aime pas le mot, mais la façon dont je formalise les contenus pour qu'ils soient accessibles pour les apprenants. Et après, je vais les médiatiser, c'est-à-dire je vais leur donner une forme numérique, un film ou autre. Mais la ressource, il faut qu'elle soit plus attractive que je ne le fais en présentiel, plus variée, que je combine les vidéos, les infographies, les diaporamas, vous voyez, donc à nouveau de la multimodalité sur les ressources. Après, quand les gens sont tout seuls, ils ne supportent pas plus de 10 minutes de consulter une ressource. Et encore, plus j'avance, plus le temps se réduit dans la vie. C'est-à-dire un tuto, quand on clique sur un tuto, si en moins de 2 minutes, il ne m'a pas appris ce que je veux, plus jamais je reviendrai voir cette chaîne de tutos. C'est-à-dire qu'on est même très exigeant sur le fait de vite capter la plus-value d'un support. Après, on sait, dans les recherches faites sur l'efficacité des ressources, qu'un film d'animation avec Powtoon, vous connaissez, c'est des petits, je vous l'écris, Powtoon, c'est des petits logiciels d'animation. D'animation, c'est des personnages qui bougent et qui parlent, mais ce n'est pas des gens. Ils sont plus efficaces en termes d'attention que si c'était une vidéo avec vous, malheureusement. Donc, si c'est vous qui parlez, les gens, ils en ont plus vite marre que si vous mettez des petits personnages qui bougent et qui présentent une notion. Alors moi, ce que je fais, j'ajoute un dossier que j'ai appelé le coin des curieux sur mes formations. Donc, c'est une espèce de
grosse boîte, si vous voulez, numérique, et où j'ajoute des textes théoriques de très haut niveau, des outils beaucoup plus simples. Donc, ça me permet, à chaque fois que j'anime une formation sur un sujet, et que les gens me demandent des choses, ben, j'augmente ma boîte, le coin des curieux, sans aller toucher l'architecture de ma formation. Et ça permet d'une façon un peu simple que les gens piochent finalement ce qui les intéresse, sans que je le rende obligatoire. Vous voyez, ça donne comme je vais aller chercher dans la bibliothèque derrière Sylvie ce que je veux, sauf que là, alors je veux ce livre-là, sauf que là, je le fais dans un dossier numérique. L'autre préoccupation que je vais avoir, ben, elle va avec les effectifs et les activités, c'est la question des interactions. Donc, je peux facilement faire des sous-groupes, je l'ai vu dans les classes virtuelles, un peu plus difficilement dans les travaux intersessions. Donc, ce que font des gens parfois quand ils sont sur les mêmes territoires, c'est qu'ils invitent les gens à se rencontrer physiquement quand ils sont au même endroit. Quand on sera un peu relibéré là, du confinement, tout ça, là, bon, vous pouvez, mais avant 8 h du soir, quoi, voilà. C'est de dire, créer un groupe sur Toulouse, créer un groupe sur Lyon, créer un groupe quand c'est possible, de façon à ce que dans des tiers-lieux, par exemple, les gens bossent ensemble. Donc, ça, c'est une bonne multimodalité, je trouve. Moi, j'avais suivi un DU de NetTrainer de concepteur de formation à distance à Toulouse, et en fait, ils nous avaient proposé ça, et c'était pas mal. On se faisait des petits groupes de travail. Après, il y a un axe qui est intéressant à développer, c'est ce qu'on appelle le tutorat réactif et proactif. Au niveau théorique, vous avez tous les travaux de Jacques Rodet, je vous l'écris là, Jacques Rodet, qui est un expert en ingénierie tutorale depuis longtemps, qui travaille depuis longtemps sur le tutorat. Vraiment, allez regarder ses écrits, il est très, très, très intéressant. Et on va en gros différencier le tutorat réactif et proactif pour faire vite. Le réactif, c'est vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas ou doit être soutenu ou les gens demandent un conseil. Donc, vous allez réagir et être présent. Donc, vous voyez que ça va conditionner aussi le temps tutoral que vous voulez consacrer à une formation, ce qui n'est pas rien, parce qu'il va falloir le calculer et donc le faire financer. Je ferme la parenthèse, ça peut être le sujet d'un autre webinaire, combien coûte la distance. Et le tutorat proactif, donc lui, c'est votre anticipation de votre système tutoral. C'est-à-dire, je peux écrire un mail type que je souhaite proposer aux gens pour démarrer la formation. Puis, je sais que j'ai intérêt à faire un mail pour voir si tout le monde va bien à tel moment de la formation, etc. Donc, en fonction de votre scénario d'apprentissage, vous pouvez tout à fait anticiper votre système tutoral proactif et faire par étapes. Donc, moi, ce que je conseille de faire, c'est la première animation. Vous écrivez vos mails proactifs et ça vous permet d'avoir comme une banque de mails type pour telle et telle et telle et telle étape du cheminement de votre formation que vous allez personnaliser pour la deuxième animation, parce que vous n'avez pas forcément envie de faire la même chose. Mais ça vous donne en fait une plus grosse stabilité de votre système tutoral. Au niveau ensuite des évaluations. Bon, donc la question, c'est celle du début, c'est de les aligner avec des objectifs. Et en gros, on va avoir deux grandes façons, mais là, je suis en train d'en travailler une troisième, donc les quiz en ligne avec ou sans feedback, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais on peut aussi faire des productions avec critères. Alors, quand je me suis rendu compte, on fait faire des productions trop personnelles, individuelles. Vous allez avoir énormément de temps de correction et de retour sur ces productions personnelles. Donc, déjà, on peut faire travailler les gens en sous-groupe, une production de sous-groupe, mais on peut aussi les faire travailler en sous-groupe sur une production qui ne correspond pas, qui n'est pas ancrée dans leur propre projet. Par exemple, vous voulez faire travailler des gens sur créer une séquence pédagogique, moi par exemple c'est mon sujet, plutôt que de les faire travailler sur leur séquence pédagogique, je vais les faire travailler sur vous devez apprendre un groupe de jeunes à faire ça, le contexte c'est celui-là, proposez-moi un dispositif multimodal. Donc du coup, ils ont tous une étude de cas en fait. Voilà. Donc, si vous faites faire une production critériée de type étude de cas, vous vous en sortez mieux en temps tutoral de correction et d'appui derrière. Vous voyez, il faut penser à ça. Et après, les plateformes.
Moodle, il a une activité qui s'appelle Devoir. Alors, vous voyez, des fois, Moodle, il est un peu c'est fait par les universitaires pour les étudiants. C'est ça, son nid de naissance. Mais c'est déposer finalement des productions, sondage, c'est des questions où les gens répondent des choses. Et surtout, il y a sur les plateformes, alors je dis surtout, non, et il y a sur les plateformes la traçabilité des chemins, c'est-à-dire vous savez ce que les gens ont fait. Alors, c'est un peu faible comme éval, on est d'accord, hein, parce que je peux avoir cliqué, pris le document et pendant 3 heures, je le lis chez moi, comme quelqu'un peut avoir cliqué, recliqué, laissé ouvert 3 heures et n'avoir rien fait. Donc, la traçabilité, elle est relative. Et par contre, il y a une fonction que je trouve intéressante qu'on appelle le conditionnement d'activité sur Moodle et autres. Je vais pouvoir rentrer dans la deuxième activité si j'ai fait celle-là, par exemple. Donc, vous allez paramétrer les conditionnements d'activité pour les apprenants, comme si vous balisiez le chemin. Et vous le faites une bonne fois pour toutes, ce qui vous demande de l'énergie dans l'ingénierie, mais ensuite les chemins seront balisés. Donc, ils ne peuvent pas accéder à telle pièce, si vous voulez, s'ils ne sont pas passés par telle autre. Vous voyez, pour faire simple. Donc, ça fait partie de l'éval, finalement, puisque vous pouvez évaluer. S'ils n'ont pas fait le quiz numéro 1, ils ne peuvent pas passer à l'activité numéro 2. Et c'est tout. Et voilà, et c'est tout sur ça. Donc peut-être on y va sur s'il y a des choses que vous voulez que je précise ou des questions, vous pouvez réouvrir vos micros et après on regardera 2-3 exemples de scénarios. Moi, j'ai une question, Marie-Christine. D'après toi, c'est quoi le principal risque ou la plus grosse erreur qu'on peut faire quand on se lance, en fait, de passer du présentiel au distanciel? Alors, le premier, c'est de ne faire que du transmissif avec des quiz. C'est le que j'évoquais, tu vois. Et souvent, quand les gens disent, en ce moment, il y a pas mal de discours qui est comment on peut digitaliser nos formations. Et je trouve que cette terminologie va avec le risque qui est de transformer des ressources que j'avais en PDF ou en PowerPoint en film ou en PowerPoint sur une plateforme. Et du coup, cette terminologie digitalisation des formations, pour moi, frise le transmissif. Enfin, tu vois, voilà. Oui. Ça, c'est la première. Après, la deuxième difficulté, je ne sais pas si c'est un risque, c'est de se retrouver avec l'histoire des plateformes et de choisir, tu vois, de passer le cap. Et ensuite d'être, comment dire, calme et aventureux avec les outils. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie que d'aller trifouiller tout le temps dans les petits outils aussi. Et du coup, ça demande du temps et ça demande que ce soit plaisant. Donc, des fois, ça ne te plaît pas. Ce qui fait qu'un des risques, c'est que tu vas à marche forcée et c'est pas rigolo, quoi. D'accord. Tu vois, donc c'est un risque au sens d'être dégoûté, d'être envahi, d'être angoissé, parce qu'il y a une angoisse avec la technique. Bien sûr. Donc, tu vois, c'est pas... Donc, la plateforme, comment je fais, vraiment, quel choix je fais, et s'éclaircir sur les outils, et en même temps aller dedans, tester des trucs, essayer, ne pas avoir peur d'essayer, parce que de toute façon, c'est pas de la chirurgie cardiaque. Oui, tout à fait, oui. Oui, parce que quand on t'écoute, et puis toi, tu as vraiment une expérience de plusieurs années maintenant, on sent qu'on peut vraiment faire de la pédagogie active. Oui, moi, alors là, ça, c'est surtout garder ce que vous savez faire en pédagogie active et demandez-vous comment on peut le transformer. Le plus difficile, parce qu'on en discutait avec une équipe que je formais, là, c'est des gens qui sont très dans le monde de la facilitation, du développement durable et tout, tu vois. Et eux, ils ont vraiment des outils en pédagogie active, en présentiel, plus. Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'il n'y a pas... alors, je ne sais pas s'il y a Jean Van der Spelen, il devait être avec nous aujourd'hui, je ne sais pas s'il y est, mais moi, une des difficultés que j'ai, c'est de vraiment trouver comment créer et maintenir ce qu'on appelle une communauté apprenante. Là, je suis un peu limitée là, aujourd'hui encore là-dessus, et je pense qu'il faut chercher
là-dedans, tu vois. Pour moi, ça serait le pendant pour éviter d'être dans du transmissif qui est le plus facile. Bien sûr. Mais le plus difficile, c'est de créer une communauté apprenante et de la maintenir et du coup, de trouver les outils qui vont avec. Parce que je ne suis pas encore... ça fait presque 10 ans moi, que je bosse sur ces trucs numériques et je ne suis pas encore contente de ça. Voilà. Alors, il y a des gens qui font des groupes WhatsApp à côté, qui... tu vois, par exemple, qui en parallèle d'une plateforme crée un groupe Facebook, un groupe WhatsApp. Bon, mais ça pose la question que les gens aient envie de rentrer dans un groupe Facebook, par exemple. Oui, tout à fait. Ouais. Bon. Ça, c'est un sujet, tu vois, ça vaudrait le coup d'avoir un sujet sur comment créer et maintenir des communautés apprenantes. Oui, tout à fait. Ouais. En gros, moi, c'est là que... j'ai envie de poser une question. C'est Paul. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Là, ce que tu viens de dire correspond tout à fait à des choses qu'on ressent. C'est-à-dire que nous, en présentiel, par exemple, les gens arrivent bien à sentir qu'ils apprennent autant de leur père que du maître. Et ils le font en petits groupes, ça, souvent. Ouais. Et ce qui est difficile, c'est d'arriver à maintenir ça entre deux moments de présentiel, c'est-à-dire à faire que ce plaisir qu'ils ont eu à travailler ensemble par petits groupes pendant le présentiel continue en distanciel. Ouais. Et que nous, on ne soit qu'animateur de ça, alors que souvent, on a tendance à se transformer en descendant. Quand on les regroupe, on change de posture. Et c'est assez difficile d'arriver à trouver toujours cette position d'animation. Et là, je suis presque content d'entendre que 10 ans après, tu as encore ce problème, parce que je crois qu'il est vraiment fondamental. Mais là où j'aimerais te réentendre, c'est quand tu as parlé de la durée, où je n'ai pas tout compris. Là. J'ai trouvé que tu allais très vite sur ce passage-là. Je sais pas, peut-être il me gêne, ou je sais pas, non, mais je veux bien revenir dessus, Parce que ton passage du 7 heures présentiel au reste, où tu as parlé de sacre, d'un sacre de 3 heures, 1h30, 3 heures, je n'ai pas bien suivi. J'ai pas bien compris comment tu passais de l'un à l'autre. De 7 heures à autre chose. Ce que je vous propose, du coup, c'est sur les scénarios là, qu'on va voir dans la troisième partie. Finalement, la question, elle se pose. C'est j'ai tant d'heures, j'en fais quoi? Tu vois? Oui, c'est ça. Oui. Et j'ai senti que c'était ça qu'il y avait derrière, mais j'ai l'impression que tu étais évocatrice plutôt qu'explicatrice. Tout à fait. Comme quoi, cher ami, on peut percevoir énormément de choses à distance. Effectivement, je n'étais pas très explicatrice parce que le sujet est énorme. C'est-à-dire que la question de la durée, c'est la question de la scénarisation. Ce n'est pas juste la question de la durée. Tout à fait. Ce que j'ai évoqué dans la diapo, c'était juste la surface. Et la surface est le calcul des durées. C'est-à-dire quand tu vas afficher une durée. Et après, on va revenir sur la scénarisation. Mais quand tu vas afficher une durée à un acheteur, à un OPCO, par exemple, tu vas une formation, tu vas avoir calculé ta durée par rapport au temps estimatif moyen que prend l'activité pour l'apprenant. Tu vois, c'est ce sur quoi je voulais insister. Donc, virgule, tes 7 heures de présentiel, peut-être, tu ne vas pas les transformer en 7 heures de distanciel. Peut-être pas. Parce que suivant les activités d'apprentissage que tu vas proposer et leur enchaînement, tu vas te dire, j'ai pas besoin de 7 heures. Parce qu'avant, on ne pensait pas trop, en fait, est-ce que j'ai besoin de 7 heures, puisqu'on formait en journée. On ne formait pas en 7 heures, d'ailleurs, on formait en journée. Et on estimait légalement que 7 heures, c'était la durée de la formation continue. Tu vois, même si c'est un peu vieux quand même, parce que ça avait déjà évolué avec des textes de loi. Mais il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Il n'y a pas longtemps. Mais bon, en même temps, sur la FOAD, je pense que les premiers textes, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2014. Hein, tu vois, déjà, c'est un peu vieux, quoi. Donc, bon. Mais même si tout est relatif. Oui, d'accord. Mais en même temps, on n'avait pas, tout le monde n'avait pas autant que maintenant la préoccupation de ça. Là, tout le monde est en train de s'en saisir. Alors,
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce que j'ai dit avant que justement on réponde à cette question des scénarios? Tu vois, finalement, il a duré. Ok. Moi, pardon. Oui. J'avais juste une petite question, pardon, là, j'ai arrêté la vidéo parce que j'ai des petits soucis de connexion. Ça concerne, mais c'est peut-être pas le sujet maintenant, c'est pour ça on peut la mettre de côté. si tu juges que c'est préférable, c'est lié, c'est technique, mais c'est super important pour des gens, par exemple, comme Trouver Créer notamment, ou un indépendant, ou quelqu'un. Est-ce qu'une plateforme Moodle nécessite du matériel spécifique en termes de capacité? C'est-à-dire, tu as parlé de serveur tout à l'heure. Si on n'a pas de serveur, est-ce qu'on peut avoir Moodle? Non. Non. Bon, ben voilà. C'est très simple. Voilà. Tu peux, alors tu as plusieurs solutions. Je te dis, tu as Moodle Cloud, tu n'as pas besoin de serveur puisque tu loues un espace Moodle sans serveur. Et ensuite, il commence à y avoir des prestataires comme MooFactory qui louent un espace Moodle que tu vas pouvoir personnaliser, mais qui du coup fonctionne un peu comme comment on va dire ça, un prestataire, mais sur un Moodle qui est gratuit à la base. Donc, ça te donne un système pour un indépendant qui est pas mal parce que du coup, tu t'évites tous les problèmes de serveur, de gestion technique du Moodle, parce que c'est eux qui le gèrent avec une hotline. Et les prix sont variables, vous regarderez sur leur site, entre le nombre d'inscrits que tu veux, je crois que c'est par mois, et le nombre de classes virtuelles que tu veux. Tu vois, si tu n'en veux pas, si tu en veux 2, si tu en veux... Bon, parce qu'eux aussi, ils ont installé BBB sur leur Moodle. Et donc, ils vont gérer le prix en fonction de ces variables d'ajustement, le nombre d'inscrits, le nombre de classes virtuelles. Donc, aujourd'hui, tu n'es pas obligé en tant qu'indépendant de te balancer dans le fait d'installer ton propre Moodle. Il y a des solutions que tu vas payer, mais qu'il vaut mieux payer parce que sinon, la charge de gestion est énorme. Enfin, technique. Oui, mais je pensais aux indépendants comme à une association aussi, qui n'a pas forcément un serveur. Après, ce qui se passe, c'est que vous pouvez aussi penser à des regroupements. C'est-à-dire que là, nous, à Toulouse, il y a la maison de l'initiative. Je crois que c'est un principe de scope. Ils vont prendre, je ne sais pas trop c'est quoi leur système juridique, mais ils vont prendre une seule plateforme. D'accord. Par exemple. Donc, ça aussi, ça commence à se faire. Merci. Alors, donc, je réponds à la question. Ça tombe super bien de Paul. Donc, au niveau... attendez, je reviens dans là parce que je suis allée un peu vite là. Bon, je fais ce qu'il veut un peu mon ordi. Donc, au niveau des paramètres que je vais combiner, j'ai trouvé intéressant ce modèle de l'Université de Mons qui, en fait, est assez simple à utiliser dans un premier temps. Donc, je vais me demander, vous voyez, sur l'axe du temps en bas, là, quelle est la durée totale de ma formation. Donc, imaginons, on garde les 7 heures. Mais ce n'est pas un jour, ça devient... Ce qui est intéressant, c'est quand vous réfléchissez en formation à distance, vous ne pensez plus en jours, vous pensez en heures. Donc, quand vous aviez 3 jours, vous avez un tas d'heures et pas un paquet de jours. Donc, déjà, ça ouvre. Et si je me dis, j'ai un tas d'heures, de petites heures là, que je vais coller les unes aux autres différemment, ben, le raisonnement, c'est toujours le même. C'est qui le public? À gauche, on est en ingénierie. C'est quoi les objectifs? À droite, ou les compétences visées. Ça, je ne vous refais pas la leçon là-dessus. Donc, maintenant, plus je connais de modalités, plus je pense à ce que j'ai dit au début, le type d'activité que je veux leur faire faire, collaborer, produire, apprendre, ok? Donc, vous repensez aux cartes de tout à l'heure. Plus je vais m'amuser, parce que pour moi, je trouve que c'est amusant, à échelonner ça dans le temps, de gauche à droite. Alors, ce que nous propose Mons, c'est de combiner le paramètre du temps et les deux paramètres du différé direct. Alors, nous, on l'appelle synchrone asynchrone. Ça va pour tout le monde? Le différé, c'est asynchrone et le direct, c'est synchrone. Bon, nous, par exemple, on est dans du synchrone. Point. Parce qu'on est synchronos, le temps ensemble. Asynchrone, pour tous ceux qui ont fait grec, A privatif dit que ce n'est pas ensemble. On aurait pu dire différé direct, mais non, on est compliqué, mais toujours bon.
Alors, ça, c'est la première chose. Donc, vous allez vous demander quel est l'intérêt que ce soit en direct, quel est l'intérêt que ce soit en différé. Et par-dessus, je peux mettre mon présentiel qui sera forcément en direct. Vous voyez le raisonnement. Et ensuite, on va panacher. Eux, ils nous proposent de panacher ce qu'ils appellent la classe, le groupe et l'individu. Nous, on dirait l'individu, le sous-groupe, le grand groupe. Pour faire en formation continue, ce n'est pas les mots que l'on emploie. Donc déjà, vous voyez, je vais commencer à m'amuser un peu avec ça, à me dire, je vais échelonner dans le temps toujours mes 7 heures, et là, je peux me retrouver avec mon format 3 heures peut-être à distance. Vous voyez, je réponds, et donc on sera en classe, en synchrone, tous ensemble, mais peut-être qu'après, j'aimerais leur faire produire une synthèse, mais ils seraient en asynchrone, en sous-groupe. Et ceci prendra 1 heure. Et dans cette heure, moi, je serai peut-être disponible pour un forum que j'aurai ouvert sur toute la semaine. D'accord? Du lundi au vendredi. Le forum est ouvert. Évidemment, je ne vais pas dormir dans le forum. Hein? Je ne vais pas habiter dans le forum. Mais je propose une présence tutorale pour réguler le forum, à condition que pour mon forum, j'ai donné des consignes très claires. À quoi sert le forum? On revient à nos consignes. Sinon, les gens, ils s'en foutent du forum. Ils vont le laisser comme ça. Donc, le forum, ça peut être trouver, partager le meilleur conseil que vous avez trouvé dans votre groupe pour réussir une réunion efficace. Voilà, partager autour de ça. Ou, moi, j'aime bien l'exercice du sabotage, comment rater une réunion. Voilà, allez-y, toutes les idées pour rater une réunion, partageons-les dans le forum. Et donc, d'accord, Paul, vous voyez le cheminement, toc, toc, toc. Donc là, on est passé de... attendez, on était en synchrone, en groupe, en classe virtuelle. Paf, je l'ai fait descendre en sous-groupe ici, en synchrone ou en asynchrone. Le forum, il serait en asynchrone, mais eux, peut-être, ils bossent en synchrone dans leur sous-groupe. Et hop, je remonte. Je vais faire un webinaire où je vais les faire présenter chacun une synthèse de qu'est-ce que c'est alors le conseil à donner à quelqu'un pour réussir une réunion active. Et chacun aura fait une diapo. Je vais la télécharger dans mon ordi ou je leur passe la main comme on fait là. C'est moi qui ai la main sur mon diaporama, même si c'est Sylvie qui a ouvert la réunion. Et chaque groupe va présenter sa production dans une classe virtuelle. Et là, je n'ai pas utilisé mes 7 heures, mais j'ai utilisé des bouts d'heures pour créer un parcours d'apprentissage. Ça va? C'est plus clair? Oui. Ouais. Donc, en fait, là, c'est un tableau des différentes modalités possibles. Là. Et on navigue là-dedans. Voilà, moi, je trouve que c'est un premier outil. Ça pourrait être un tableau croisé, ça aussi. Après, on peut utiliser les tableaux Excel de conducteurs de séance, tel que vous le faites en présentiel. Ça, on va appeler ça un scénario. Mais je trouve que moi, celui-là, déjà pour démarrer, je le trouve vachement pratique. Parce que, alors, vous faites sur un papier, hein, vous allez voir des exemples derrière de ce que ça peut donner. Par exemple. Moi, j'ai une petite question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur la durée. Pour avoir fait quelques petites expérimentations, j'avais l'impression qu'une classe virtuelle, je ne parle pas de webinar, mais de classe virtuelle, c'était mieux de ne pas excéder 1h30. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors moi, en tant qu'apprenante, j'ai vécu une matinée, tu vois, de 3 heures de formation à distance. Je n'ai pas trouvé ça trop long. C'est-à-dire qu'on a fait la pause, on a travaillé en sous-groupe, on a discuté, on pouvait, quand on en avait marre, on sortait de la caméra, on allait faire ça et puis on revenait. Tu vois. Mais en fait, c'était assez varié dans la structuration pédagogique. Je n'ai pas trouvé ça très long. Alors, du coup, pourquoi il est parti tout seul? Lui, on peut aussi combiner. Vous regarderez sur Internet le modèle Activity Based Curriculum ou ABC en plus simple. C'est en anglais, désolé, mais on le trouve en français. Où là, si vous avez été très, très, très attentif au début du diaporama, normalement, il y a un truc que vous devriez reconnaître, même si c'est en anglais. Voyons, est-ce que vous trouvez ce dont on a déjà parlé au tout début là-bas, il y a longtemps? Il y a 1 heure.
les learning tips, non? Tu nous as parlé des différentes. Vous avez gagné toute ma considération. Je n'ai pas de chamallow, mais je vous aurais donné des chamallows. Je peux vous donner un ruban de masking tape qui est joli. Voilà, je vous le donne. Super, merci beaucoup. Les learning types, effectivement, acquisition, production, collaboration, discussion, recherche et inclure ces recherches et pratique. Donc, du coup, ce qui est génial, je trouve, ils ont fait un tableau Excel. Je vous l'ai mis en référence à la fin du diapo. Vous pouvez cliquer dessus. Bon, c'est un peu technique, hein, mais du coup, ça répondra à une des questions que vous posiez sur comment je le formalise. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait des cellules de calcul qui vous donnent les graphes. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez privilégié comme... Je n'ai pas encore essayé, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, mais je voulais le partager avec vous. Donc, qu'est-ce que vous avez comme type d'apprentissage? La place des techs, il y en a, ça remplace, c'est pour du multimodal. Comment c'est fait en classe, en ligne, hybride, blended? Il faut que je regarde comment ils différencient blended et hybride. D'ailleurs, est-ce que c'est synchrone, asynchrone? Est-ce qu'il y a le formateur? Comment sont créés les groupes? Et assessment, c'est l'évaluation. À quoi sert l'évaluation? Bon, vous voyez, ça, c'est une autre façon de penser vos critères dans la construction de votre séance. Donc, il y a le premier schéma simple. Comment je vais dans le temps? Synchrone, asynchrone, grand groupe, petit, moyen groupe, tout seul. Et là, il y a quelle est la place des ingrédients dans mon système. Ça va? Et après, vous le montez sur un tableau Excel, un conducteur de séance tel que vous le faites en présentiel, sauf que vous ajoutez finalement les situations d'apprentissage à distance et les outils. Alors, au niveau des scénarios, donc là, je vous en montre un qui a été fait par le CNAM. Donc là, c'est au moment où on est en plein bascule speed là, et tout ça, où ils ont choisi je garde les apprenants 3h30 en continu, point. C'est-à-dire, je ne les égrène pas dans le temps. Je voulais vous les montrer pour ça. Alors, ils ont une plateforme, Moodle en l'occurrence, mais bon, une plateforme. Donc, ils sont invités à avoir rendez-vous à 9h sur Moodle, à tel endroit. Et là, quand ils ouvrent Moodle, ils ont ça, des consignes écrites, un timing, et il y a des documents. Et on leur dit où ils sont, la place des documents. Et ça va leur prendre à peu près un quart d'heure. Sur ce qu'on appelle sur Moodle une étiquette. Une étiquette, c'est juste une case où il y a des trucs écrits. Bon, donc, ils arrivent là, ils ont des choses à faire. Les choses qu'ils ont à faire, c'est de regarder des vidéos. Donc, c'est des PowerPoint commentés avec des vidéos, d'autres documents. Donc, finalement, on est dans ce qu'on pourrait appeler une classe inversée, vous voyez, par rapport à ce qu'on connaît. Donc, ils débutent dans le fait qu'ils vont aller creuser dans tous ces matériaux avec une consigne. Et ils ont un quiz, parce que le quiz permet de voir ce qu'ont retenu les gens, ce qu'ils ont compris. Et ils ont rendez-vous en classe virtuelle, par exemple, à 11h. D'accord? Donc, l'enseignant, enfin là, on est sur des enseignants plus ou des formateurs enseignants, les récupère et fait une synthèse avec eux des apprentissages. Donc, après, là, votre classe virtuelle, à vous de décider du scénario. Hein, ça peut être chacun présente, bon, à vous de voir, il y a plein de possibilités de scénarios de classe virtuelle, comme en présentiel, hein, c'est pareil. Vous pouvez avoir des... Et il fait un retour sur le quiz, puisque l'intérêt, c'est que comme le quiz, il est numérique, il est déjà traité, il n'y a pas besoin d'aller faire avec ses petits doigts des calculs. Donc, quand vous ouvrez Moodle ou la classe virtuelle, tous les résultats du quiz, vous les avez de suite. Donc, vous gagnez un temps infini. Enfin, vraiment, je ne sais pas de vendre le numérique. Hein. Je suis en train de me rendre compte de certains avantages qu'on n'a pas du tout en présentiel. Ensuite, il y a un chat qui est ouvert en continu, ça veut dire que l'enseignant, il est par là, et les gens, ils sont par là, et les participants, ils ne sont pas là, mais ils sont par là, et donc tout le monde peut se parler, moi j'ai compris ça, et toi, bon. Puis aujourd'hui, on est plus à l'aise avec ça, enfin, je ne sais pas vous, moi je peux à la fois écouter, faire du chat, poser des questions, y répondre, enfin on est plus multi... Donc n'hésitez pas, les autres là-bas qui sont cachés derrière leur caméra à chatter en même temps. Ensuite, il leur est demandé de faire une fiche de synthèse individuelle et ça permet là à l'enseignant d'évaluer finalement les apprentissages et c'est déposé sur la plateforme. Mais vous pouvez varier votre scénario. Elle peut être collective. Bon. En tout cas, je voulais vous montrer un scénario sur 3h30 en continu, en à peu près continu parce que
ils vont déposer la fiche plus tard quand même. Enfin, oui. Mais ça dépend de vous. Soit vous voulez qu'ils la déposent de suite, parce qu'il y a une date. Vous voulez qu'ils la déposent à 14h. Et comme ça, ils ont fini. Vous voyez, ils n'ont pas besoin de faire des devoirs à la maison. Soit vous leur laissez une semaine, soit tout seul, soit en collectif. En tout cas, là, c'est un scénario où il en fait un individuel. Alors après, on en a un autre, mais qui ressemble. Donc, même chose. Ils ont les consignes, les objectifs sur la plateforme, mais là, ce qui change, vous voyez, ils répondent à un sondage sur des sujets. Et par les réponses, on va créer des groupes. Donc, on est sur des groupes d'intérêt. Et ça, c'est pas mal parce que ça va donner un peu de personnalisation. Donc, ça crée des groupes d'intérêt. Vous avez créé justement les sujets et ça va orienter les gens vers des sujets. Alors, ce qui est intéressant en classe virtuelle, si on le faisait en classe virtuelle, c'est qu'avec mes fameux salons privés, vous pouvez soit laisser les gens choisir les salons, soit les mettre dans des salons. Donc, on peut tout à fait s'accorder pour dire, moi, je veux faire ce sujet, et puis vous pouvez les basculer dans les salons. Donc, ça, il faut regarder au niveau technique comment on fait, mais il y a toujours des solutions techniques. Donc, ils ont, pareil, des contenus à disposition. Ce qu'on appelle un répertoire sur Moodle, c'est pareil, c'est un document qui a été travaillé. Et ils vont produire. Donc là, ils vont soit ouvrir ce qu'on appelle un Framapad. Donc, un Framapad, c'est un document partagé qui est l'équivalent de Google Drive, mais qui est dans le libre. Donc, ça aussi, Framapad, c'est intéressant d'aller voir. C'est comme Padlet. Tout à l'heure, vous avez vu Padlet, Framapad. C'est tous les logiciels du libre. Et là, vous avez plein de trucs. Sans plateforme, vous pouvez vraiment les utiliser. Ils ne nécessitent pas un compte utilisateur en plus. C'est-à-dire, vous ouvrez un Padlet, tout à l'heure, j'ai dit, vous envoyez le lien URL ou le QR code aux gens et n'ont pas besoin d'avoir un compte. Mais ça, c'est bien, je trouve, pour les apprenants, parce qu'il faut toujours ouvrir des comptes de partout. Bon, voilà, donc ils produisent un seul document, le formateur les lit et là pourrait ici tout à fait faire une classe virtuelle s'il veut. Et en tout cas, il va y répondre par chat. C'est vous qui choisissez l'outil finalement de communication qui vous va le mieux. Mais on est toujours sur un temps groupé. Ouais. Ensuite, on va avoir un peu plus en discontinu. Normalement, vous devrez reconnaître le petit schéma de Mons. Ça va? Alors, attention. Si c'est en bas, c'est quoi? C'est une question d'instit, il faut répondre. Si c'est dans le schéma de Mons, si c'est en bas, ils sont comment? Sylvie, tu peux jouer. Mais moi, j'ai les réponses, tu me les as déjà données. Peut-être juste préciser, Marie-Christine, que quand tu dis Mons, tu parles de l'université de Belgique. Oui, pardon. C'était l'université de Mons, c'était le premier schéma que je vous avais montré, vous savez, avec l'axe du temps, les sous-groupes, synchrone, asynchrone. En fait, ça vient de l'université de Mons, au tout début, là, le premier schéma. Alors, il y a quelqu'un qui s'est lancé, Lydie, qui te dit c'est individuel. Bravo Lydie, vous méritez doublement ma considération. Oui, quand c'est en bas, c'est individuel. Donc, ça veut dire que chacun de son côté, de là où il est, va pouvoir consulter une ressource, un texte, audio, vidéo. Bon. Et moi, je vais, à partir de ce que je veux, là ils n'ont pas donné le détail, former des sous-groupes. Donc, soit je les ai fait avant, mes sous-groupes, par centre d'intérêt, soit aléatoirement, ils font des sous-groupes, mais ils ont pris connaissance d'une ressource. Donc, vous allez évidemment calculer quelle ressource, etc. Vous voyez, ça ne se fait pas d'un coup d'un seul. Et là, comme c'est le scénario qui s'appelle créer, nous, après, en formation, on travaille les différents scénarios, etc. Là, je vous ai juste fait une petite vision. Ils vont être invités à produire une infographie, une capsule, des cartes virtuelles, des textes partagés. Soit ils choisissent la modalité et vous leur donnez l'outil. Et là, du coup, on est au milieu. Donc, Lydie nous dirait, on est en sous-groupe. Bravo, Lydie.
Et donc, ils ont une trame de production et un outil pour produire. Et vous continuez comme vous voulez derrière. On pourrait monter ici. Si on monte ici, on est comment? Lydie va nous le dire, je pense. On compte. Eh bien voilà, elle est incollable en classe. Voilà. Et nous, en formation continue, on dit en grand groupe. On ne dit pas en classe, en fait, mais on dit en groupe, en grand groupe. Et finalement, vous voyez, c'est pour ça que le forum, eux, ils le mettent là. Parce que le forum, il est là en continu. Bon, j'aurais pu l'arrêter avant, mais en continu. Et on va se questionner, s'aider sur le forum, et le formateur, il peut être présent. Mais il n'est pas en train d'animer là, dedans, les groupes. Il leur fout la paix. Des fois, c'est important. D'accord? Donc ça, il faudrait voir combien ça dure. Hein, par rapport à ma question des durées, je me demanderai combien de temps je veux que ça dure. Et du coup, quel est mon format quant à la durée cumulée? C'est-à-dire, est-ce que là, tout ça, ça s'enchaîne? C'est dans la même temporalité? Ou alors, ça, c'est la semaine avant, par exemple. Ça, ils s'informent la semaine avant. Après, ils ont rendez-vous pour produire dans les sous-groupes. Pour produire, ils ont un temps. Et pendant tout ce temps, il y a le forum. Ouais, ça va changer suivant votre projet. Il n'y a pas de règle au sens. Ça, c'est vraiment mieux. Ça, c'est vraiment mieux. La règle, c'est la fluidité, l'accessibilité des apprentissages et que ça permette d'apprendre, de cheminer, de réfléchir, que ce soit intéressant. On n'a pas une règle absolue. C'est exactement comme en formation en présentiel. Vous le savez qu'il n'y a pas de règle absolue. Par contre, on est quand même sur les concepts de pédagogie active de l'adulte. Donc, ça, on ne peut pas trop le quitter. Enfin, il ne vaut mieux pas. Dans un scénario qu'ils appellent chercher, alors, voyons, on démarre comment là? Qui c'est qui nous dit comment on démarre? Bon, peut-être pas Lydie. Lydie, à qui vous passez la parole? Voyons, à Marlène. Alors, Marlène, comment ça commence ce truc? Si on le racontait à quelqu'un, en fait, qu'est-ce qu'ils font faire? Personne. Personne n'aide Marlène. On commence peut-être en individuel à s'informer. Alors là, dans leur scénario, c'est pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Tel que c'est dessiné, hein. On pourrait, mais eux, ils ne proposent pas ça. Paul, vous n'avez pas le micro. Donc, si je comprends bien, parce que quand tu dis par quoi on commence, ça veut dire qu'il faut commencer par regarder en bas, c'est ça, du schéma? Il faut commencer à regarder à gauche. À gauche. À gauche. Ah oui, c'est pas s'informer, c'est informer. Voilà, c'est informer. Tu vois, le plus à gauche là-bas du schéma, ça c'est en continu, donc ça ne compte pas. J'ai envie de dire, ce qui est en continu, tu vois, le forum il est en continu. Donc si effectivement on commence le plus à gauche, parce que c'est dans la ligne temporelle. Donc il démarre par un transmissif. D'accord. La classe. Tu vois? Alors, on ne sait pas si c'est un webinaire. On ne sait pas si c'est un webinaire. Ce qu'on sait, c'est que c'est un diaporama commenté qui peut être émis sur la plateforme. Tu vois? C'est possible. Mais en tout cas, ils les mettent tous ensemble ou c'est un diaporama comme on fait nous, là, avec des capsules courtes. On appelle ça des capsules, c'est plus court, mais ça peut être, vous pourrez vous passer un film, on pourra en parler, tu vois, si ça serait possible. Et après, ils ont un quiz pour voir où ils en sont de ce qu'ils ont compris du contenu. Donc, on peut le faire. Donc là, on est en individuel, en individuel, tu vois là. Hop, hop. Ils cherchent des infos en plus dans le temps et on remonte en sous-groupe, un peu comme tout à l'heure, où ils sont invités à produire. Vous voyez le truc? Là, ça va? Ça va pour tout le monde, la lecture du schéma? Ça y est. Même Paul? Le truc, l'enfant. Là, le diaporama est partagé. Ça veut dire que c'est eux qui le font, en fait. Quand on met diaporama partagé fait à plusieurs, la consigne que je donne aux apprenants, c'est faites un diaporama de 3 diapos, par exemple. Et hop, je monte en visio, donc comme nous en classe virtuelle, là en haut, et chaque groupe va présenter son diaporama. Ouais.
Est-ce que ça, j'ai encore une question, pardon. Est-ce que ça semble pertinent selon ton expérience j'imagine par exemple un groupe au sein d'une entreprise, que ce soit une entreprise avec une seule antenne ou plusieurs, peu importe. Mais donc la formation, imaginons que la formation se fait sur du temps de travail. Oui. Et je me dis que ce que tu as dit dans la diapo d'avant, où par exemple tu vas leur donner une consigne la semaine d'avant et puis ils vont travailler ensuite en classe ou en sous-groupe, etc. Quand tu vas faire les variations, c'est-à-dire une fois synchrone, asynchrone, et en même temps je me dis que peut-être l'entreprise va avoir besoin que les temps soient clairement identifiés pour faciliter la prise en compte du temps de formation. Donc, est-ce que tu l'as vécu? Comment tu as concilié les deux? Alors, c'est vraiment une vraie question et qui se pose à chaque fois finalement. Donc, le plus efficace, c'est en fait de conventionner un programme dans lequel on va donner rendez-vous aux gens pour qu'ils bossent sur les travaux en sous-groupe, quitte à ce qu'ils se réorganisent un peu. Mais en fait, moi, je bosse avec des hôpitaux sur des méthodos pédagogiques et il y a un module à distance. Et en fait, le seul moyen pour qu'ils arrivent à le faire dans de bonnes conditions, ça a été qu'ils se bloquent dans l'hôpital la salle informatique. D'accord. Et donc, ils bossent ensemble dans la salle informatique. Et là, ça marche. Donc, c'est à vous de trouver comment créer, enfin à vous, c'est facile à dire comme ça, mais il y a quelque chose qui va vers la contractualisation, tu vois, et de créer les conditions de protection des temps dédiés. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Protéger des temps dédiés pour l'apprenant. Et du coup, rassurer l'employeur. Tu as l'autre côté. Mais souvent, il faut protéger l'apprenant. Sinon, on lui dit, mais faites-le à distance, votre truc, mais pas maintenant parce que vous devez travailler. Donc... Oui, parce qu'on avait vécu ça donc avec Trouver Créer dans une des formations, c'est-à-dire qu'il y avait une classe virtuelle pendant une intercession. Et en fait, les gens s'étaient regroupés et c'était vraiment destiné justement pour qu'ils dédient du temps pendant l'intercession, parce qu'ils avaient du travail à produire et ça se diluait dans le temps. Et on avait travaillé avec l'employeur pour essayer de leur permettre de consacrer du temps aux tâches qu'ils avaient à réaliser. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment de la négociation conventionnelle même avec l'employeur. C'est-à-dire que ça doit être écrit. Et la dernière formation que j'animais autour de ça, de la scénarisation pédagogique avec les participantes, elles avaient du travail d'intercession à faire et c'est moi qui leur avais demandé. Et effectivement, elles en sont arrivées à me demander de leur ouvrir une classe virtuelle sans moi, avec un espace, pour qu'ils puissent se retrouver légitimement et en même temps pour maintenir leur motivation. Mais cette classe virtuelle, y aller qui voulait. Enfin, un espace de travail. C'est comme si tu ouvrais la salle de ton organisme de formation pour que les gens soient en travail. Ok, merci. Et ça, c'est intéressant. Bon, voilà à peu près ce que je crois que je voulais vous montrer. Alors, pour aller plus loin, je vous ai mis des références, mais je vous les redonnerai. Donc, vous voyez, je vous ai remis Valérie Perrault et le modèle, Prof Web, le modèle ABC, les cartes de Diane Lauriard et un article sur le flow, là, un dernier article que j'ai trouvé sur le flow. Et après, je voulais vous montrer, on a 2 formations, Sylvie me disait de vous en parler, qui fonctionnent assez bien parce qu'en fait, on a fait des formations assez courtes. Il y en a une pour justement apprendre à utiliser un webinaire. Et tu as vu, Sylvie, j'ai fait un prix qui plus est. C'est merveilleux. Alors, hier, elle ne voulait même pas parler de ses formations. Non, je ne voulais même pas en parler. Voilà. Je dis quand même, voilà. Ah oui. Ça donne envie d'aller plus loin, tu sais, quand on t'écoute. C'est ça qui est bien, c'est que tu ne donnes pas envie de se déconnecter, tu donnes plutôt envie d'aller plus loin. Tu vois. Oui, c'est cool. C'est vrai. Et en plus, tu as fait un prix qui plus est. Là, c'est énorme. C'est le bonus. Donc, la première, en fait, c'est on apprend à utiliser que le webinaire. Alors là, nous, on a BBB, mais ça peut être d'autres. Et avec cette histoire des salons privés, mais aussi comment démarrer avec des brise-glaces. Enfin, et le format, c'est on a un temps en webinaire. Vous avez ensuite un temps où vous réfléchissez à comment vous pourriez utiliser votre webinaire. Et on se retrouve pour débriefer votre scénario, l'usage du webinaire, le tout en webinaire. Oui, le truc. Bon.
Et je pense aussi qu'on a mis dans la formation la possibilité pour ceux qui veulent essayer, on vous prête un temps de webinaire pour vous exercer. Enfin, vous voyez, vous pouvez, voilà. Parce que des fois, vous n'en avez pas encore. Ça, c'est plutôt Hugues, mon formateur ici, qui est spécialisé sur justement aussi les webinaires et tout, qui l'anime. Et la deuxième, c'est moi qui l'anime. Elle est autour de 7 heures, mais intense, où, vous voyez, pas plus de 5 personnes, parce qu'on travaille justement sur vos scénarios. C'est exactement le travail, mais appliqué à vous, où il y a des temps sur la plateforme, un temps de webinaire, des temps sur la plateforme, en webinaire, en gros sur une semaine à peu près de temps, vous voyez, et où là, on va creuser toute la réflexion qu'on vient d'avoir, si ce n'est qu'on va aller plus loin, et que bien sûr, vous pouvez accéder aux ressources qui sont sur la plateforme, puisque l'idée, c'est d'amorcer cette bascule et de continuer à réfléchir. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'avec des organismes, mais là, il faut que ce soit plutôt en intra, on a fait un parcours, on a accroché les deux, où on a fait un webinaire de lancement sur les projets, puis on a fait les 2 petites formations en faisant des sous-groupes. C'était quand les gens étaient un peu en perdition avec tu sais, le chômage, les gens qui ne rebossaient plus, il n'y avait plus de dynamique, et c'était génial, parce qu'en fait, on a redynamisé tous les formateurs. En faisant des sous-groupes, on a croisé les gens et un webinaire de clôture. Et comme du coup, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, quasiment 6 webinaires, mais sur 15 jours, à chaque fois, moi, j'utilisais des méthodes actives de webinaire. Et du coup, les gens, ils ont appris à animer les classes virtuelles. Et ça, c'était génial. Ça, on l'a fait en juillet. Si jamais vous, dans vos structures, vous avez besoin, si vous avez une plus grosse structure et vous avez besoin qu'on embarque en fait tout le monde dans une culture numérique, on l'avait appelé, je pense, sensibiliser au numérique, hein, juste pas très, très ambitieux comme titre, mais on avait accroché les deux avec un webinaire intro, un webinaire bilan. Et c'était vraiment sympa à vivre. Et les gens étaient tous de la même structure, donc avaient le même public. Plutôt public de l'insertion. C'était une structure qui s'appelle AMS. Le public en difficulté. Alors non, malheureusement, les formations, pour l'instant, elles ne sont pas financées par le CPF parce que vous savez que pour le CPF, il faut qu'elles aient été déclarées à l'inventaire ou qu'elles soient certifiantes. Ceux qui sont chez Acto, par contre, en tant qu'organisme de formation, elles sont déclarées chez Acto, donc on peut facilement les faire financer par Acto. Et ensuite, si vous nous communiquez votre OPCO, nous, on est assez bon pour faire prendre en charge par vos OPCO. En tout cas, on y passe du temps, quoi, à essayer de vous décoincer les financements. Donc, bon. Et en admettant qu'on arrive à constituer un groupe à 5 personnes, mettons, soit du même organisme, soit adhérents à la même association, enfin, etc., le prix en intra serait de combien ? Ben ça, il faut qu'on voit entre nous. Je ne sais pas combien on avait fait. Ça, vous me le redemanderez. Vous demandez à mon secrétariat parce qu'on l'a fait là pour la maison de l'initiative, justement. D'accord. Là, par contre, ce qu'on avait utilisé pour ceux qui ont demandé le chômage partiel pour leur structure, on a encore les financements FNE qui peuvent jouer. Pensez-y. Hein. Ça peut être pas mal. Jusqu'en décembre, il y a une partie des financements FNE et les OPCO. Bon, donc après, on peut trouver. L'idée, c'est de trouver comment dégager les financements. Quoi. Puis après, je me dis que ça serait intéressant de suivre enfin, là, je parle à titre individuel. Je trouve que ça serait intéressant de suivre une formation comme celle-ci. Enfin, moi, ça m'intéresserait à condition d'avoir déjà le support, c'est-à-dire d'avoir déjà accès à une plateforme. Parce que je trouve que ça serait vrai. Voilà. Alors, il y a des gens qui n'en avaient pas, mais qui commencent à réfléchir, même sans plateforme, en se disant je vais pour l'instant faire un moment sans plateforme, donc je vais quand même penser les scénarisations que je vous ai montrées de mon Cédugna, mais plus ou moins sans plateforme. Mais effectivement, quand les organismes ont choisi leur plateforme, c'est un petit peu plus facile. Et après, c'est encore plus facile quand les gens ont Moodle, parce que nous, on connaît par cœur. Et donc, on peut vraiment vous aider à créer des exercices sur Moodle. D'ailleurs, on a un autre format de formation qui est sur Moodle. Ma formation sur Moodle. Voilà. Parce que nous, les petits essais qu'on a faits, on utilisait des genre GoToMeeting ou des choses comme ça pour faire les temps virtuels. Puis après, on envoyait des documents, mais c'est beaucoup moins fluide. Et puis surtout, on ne peut pas faire des sous-groupes, quoi, ou quasiment pas.
Alors, on peut, mais c'est plus fastidieux parce que du coup, l'intérêt de LMS, c'est que ça rassemble au même endroit tout ce que je ferais faire par petits bouts. Voilà. Mais tout le monde en est un peu là, c'est-à-dire soit je me dis quand même, je bascule dans la distance et j'apprends à rescénariser un peu ce qu'on a fait là, ce que nous on fait dans la formation réécrire, ou alors on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire les gens ont une plateforme et on bosse en réingénierisation pédagogique de l'offre. Et ça, c'est un autre travail qu'on fait avec l'OF. Là, on est en train de le faire avec un organisme. Ils ont toute une offre en présence. Et en fait, ils vont sans doute choisir Moodle. J'attends de voir leur choix. Et là, on va faire de l'ingénierie interne, mais qui sera de la formation, finalement, de la formation accompagnement. Et on les aide à reconstruire leur offre sur Moodle, mais multimodale, ou en se posant la question de l'ingénierie et de la technique. Donc, en même temps, on les forme à Moodle aussi, quelque part. Ok. Voilà. Ça, c'est des chantiers plus d'ingénierie, enfin de formation accompagnement, on va dire. Ouais. Merci. C'est tout. Après, j'avais ma dernière diapo qui était juste encore à vous, je crois. Ah oui, tiens, je me suis amusée. Je voulais voir si ça pouvait marcher à distance. Si vous avez vos téléphones, si c'est des iPhones, en fait, la fonction photo, elle suffit. Si vous avez un lecteur de QR code, vous avez une e-tag qui marche comme appli. Et du coup, d'un côté, je vous ai mis notre page de contact dans le petit... je vous l'ai mis exprès pour que vous puissiez vous le faire aussi parfois dans vos formations à distance. Les gens, ils ne vont pas taper le lien, ils vont flasher le QR code. Donc, vous me dites si ça marche. Le premier, c'est la page de contact. Si vous voulez vous inscrire à notre newsletter, qu'on essaie de rendre quand même Sylvie et témoin, avec du contenu un peu sympa, un peu intéressant. Je confirme, c'est une newsletter qui est toujours riche en contenu, je confirme. Super. Et du coup, n'hésitez pas. Sinon, vous faites Ago Toulouse et vous tombez sur la page de contact si ça ne marche pas. Bien sûr, il faut être toujours simple. Et en bas, je vous ai mis le lien vers notre page entreprise LinkedIn. Pareil, donc je me suis amusée hier pour vous à faire les QR codes. Alors là, pour le coup, ça se fait à peu près en 3 secondes, si jamais vous... C'est fait. Je n'ai pas un iPhone, mais j'ai une appli QR code. Une appli, voilà. Pour ceux qui ont un iPhone, c'est la fonction photo, même pas besoin de télécharger. Et les autres, vous téléchargez une e-tag, par exemple, qui est une appli. Et vous, de votre côté, vous pouvez faire pareil. Quand vous avez des liens URL, vous les transformez en QR code sur des fiches papier, par exemple, et les apprenants peuvent flasher le QR code et ça va renvoyer sur un document numérique sur votre ordi. Donc, c'est quand même sympa. Bon, amusez-vous bien et plongez sans trébucher dans ce monde pas parfait, mais plutôt sympa. À bientôt.